Bonjour à tous et bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Camelot. Aujourd'hui, on va parler de celui que tout le monde surnomme Sire, le roi du royaume de l'Ogre, Arthur Pendragon. J'étais évidemment obligé de sortir un épisode sur Arthur suite à un épisode sur Lancelot et un épisode sur Méléagant. Simplement, je vais faire un format un petit peu différent, puisque en effet pour ces derniers, j'étais parti de leur première apparition dans Camelot jusqu'à Camelot premier volet. Là, la différence, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur Arthur. C'est le personnage principal de l'histoire, le personnage où en effet on sait le plus de choses sur son passé et sur ses différents ressentis. Donc je vais plutôt vous faire un épisode de résumé avec un maximum d'informations de sa naissance jusqu'à Camelot premier volet. Je vais essayer de ne rien oublier et de vous parler des choses dans l'ordre. Alors on va commencer justement tout de suite avec Arthur et sa vie. Alors, Arthur, eh bien, il naît entre 435 et 436 après Jésus-Christ d'un adultère entre le roi Uther Pendragon et la duchesse Hygiane de Tintagel, qui est alors mariée au duc de Gorlais. C'est grâce à une potion de polymorphie qu'Uther a pu prendre l'apparence du duc et donc coucher avec Hygiane. À sa naissance, Arthur, il va être confié à Anton, son père adoptif, qui va l'élever comme son propre fils, et c'est justement lui qui lui fabriqua ce fameux médaillon du dieu Dogma que Arthur portera durant toute sa vie, du moins jusqu'à Camelot premier volet, puisqu'on ne sait pas dans les prochaines années s'il n'aura pas un futur médaillon, mais en tout cas, il représente le dieu qui terrasse ses ennemis par la parole, puisqu'en effet, Anton explique que Arthur était une vraie pipelette qui posait beaucoup de questions. Vers l'âge de 4 ans, il retire Excalibur du rocher, aidé par Merlin, qui va ensuite lui faire replanter l'épée par sécurité. Parce que justement, eh bien, si Uther apprenait l'existence d'Arthur et du fait qu'il réussissait à retirer l'épée, ce dernier pourrait vouloir le tuer. C'est pour ça qu'entre 6 et 10 ans, il va être envoyé à Rome pour être justement protégé. Il grandit dans un camp militaire romain, puis va servir 3 ans dans la Légion de Mauritanie césarienne. Durant ces années, il va tomber amoureux d'une femme, une jeune fille s'appelle Sheda, une habitante locale. Arthur va être beaucoup amoureux d'elle, va vivre des grands moments de tendresse. Simplement, il va constater malheureusement par lui-même que Sheda se fait battre par la chef de village et c'est ce qui va le pousser justement à commettre son premier meurtre, un meurtre fait de sang-froid, par vengeance et par colère, un acte qui va le suivre et le hanter toute sa vie. On retrouvera ensuite Arthur, accompagné de son meilleur ami Manilius, dans la milice urbaine de Rome dans laquelle il s'ennuie. Mais grâce au sénateur Salistius, heu, il va gravir rapidement les échelons. Parce que oui, Rome, à ce moment-là, est en guerre avec la Bretagne, car ils veulent conquérir la Bretagne. Et Salistius a une idée, pour bien justement prendre le contrôle de la Bretagne en infiltrant une personne de chez eux. Car oui, eh bien, Arthur est breton, mais vit à Rome. Pendant sa vie, là-bas, eh bien, il va, heu heu, se rappeler son destin grâce à Merlin et la Dame du Lac, qui vont lui expliquer, eh bien, chacun que, en effet, il est là-bas roi de Bretagne, qu'il va pouvoir retirer Excalibur du rocher et qu'il va, pouvoir mener à bien la quête du Graal qui lui a été confiée par les dieux dès son plus jeune âge. D'où le fait qu'il a réussi à retirer Excalibur du rocher. Durant ce temps à Rome, donc il va en effet monter les échelons très très rapidement, centurion, chef de guerre d'Ux Bellorum, il va rencontrer Aconia. Aconia qui va être là à la base pour lui enseigner les mathématiques, tous les cours un petit peu généraux. Sauf que les deux vont tomber très fortement amoureux et vont se marier. Un mariage qui sera célébré en présence de Merlin et par le père Blaise. Durant ces années aussi, et du moins ce temps, eh bien Arthur va être accompagné par César en personne, qui va lui donner de précieux conseils sur comment diriger, comment être quelqu'un
de juste et comment, eh bien, régner au mieux sans être un tyran et être, très, voilà, simplement très juste. C'est justement César qui lui donnera, la bague de contrôle de l'âme, dont Arthur se servira, donc une arme qui permet, si on est attaqué, de contrôler la lame de son adversaire, du moins de le faire partir sur le côté et de le désarmer. Arthur, eh bien, malheureusement, assistera à la mort de César qui va être poussé au suicide par Méléagant, justement, heu et il va donc apprendre qu'il va devoir se marier avec la fille d'un chef, de clan breton. Aconia va approuver ce mariage, mais lui faire promettre de ne jamais le consommer. Ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais avoir de relation, avec, on va dire, voilà, ne pourra jamais coucher avec, bien sa future femme. Elle va cependant lui autoriser, par contre, de coucher avec toutes les maîtresses, qu'il a envie et cetera. Arthur va donc aller en Bretagne et bien durant son absence, Merlin aura répandu, sa venue et donc aura fait passer l'information comme quoi Arthur va chercher des chevaliers, bien pour le rejoindre. Quand il va arriver, il va faire la rencontre de Caradoc, Perceval, Bohort, Lancelot et aussi donc de Léodagan, Dame Célie et sa future femme, Guenièvre. Il va la rencontrer 3 jours avant son mariage. Les 2 n'ont pas vraiment le choix de se marier, n'ont pas forcément très envie de le faire, mais bien, vont quand même le faire puisque c'est ce qui fait que, Arthur va être roi. Il a aussi, juste avant, retiré Excalibur du rocher, prouvant à tous les chefs de camp que c'est bien lui, les chefs de clan, pardon, que c'est bien lui le roi de la Bretagne et que c'est lui qu'ils vont devoir suivre. Il va cependant mettre au point un stratagème afin d'écarter Rome de l'équation, puisqu'en effet, je le rappelle, Rome mis, a permis à Arthur d'aller en Bretagne, car elle voulait que bah, celui-ci, comment dire, fasse monter Rome un petit peu au pouvoir et prendre le contrôle de la Bretagne. Sauf que celui-ci va trouver un stratagème et écarter Rome de l'équation pour que la Bretagne soit tranquille avec quand même un ou 2 Romains, sur l'île, mais voilà, la guerre avec eux sera quand même terminée. Mais ils seront non officiellement, sous, sous le contrôle, de Rome. On va retrouver Arthur à peu près 15 ans plus tard, au tout début justement de Kaamelott premier volet, 1 volet, livre 1 pardon. Avec, c'est bien un Camelot construit, un château de Camelot construit, une table ronde, qui va être construite dès les premiers épisodes, qui vient, eh bien, symboliser le fait que Arthur a cette fameuse quête qui lui a été confiée par les dieux, qui va être de trouver le Graal, de réunir des chevaliers autour de la table ronde et de mener à bien cette quête. Simplement, les choses ne vont pas se passer comme ça. Les chevaliers autour de la table ronde n'ont pas très envie de trouver le Graal, ne comprennent pas ce que c'est, ne comprennent pas les enjeux du Graal, ne comprennent pas que par-delà la quête d'un objet, il y a une quête spirituelle. Et petit à petit, eh bien, Arthur va perdre patience. Il en a marre d'être accompagné par des incompétents qui ne comprennent rien, qui se concentrent sur des choses complètement futiles, qui se prennent la tête pour des broutilles. Il va perdre patience. On va voir au fur et à mesure du temps, eh bien, Arthur commencer à sombrer un peu plus dans la dépression, perdre de plus en plus patience, être de plus en plus énervé, être intolérant avec tout le monde. Et au fil, ben, des différents livres, on va le voir, se coucher avec différentes maîtresses, heu, se prendre de plus en plus la tête avec la reine, se prendre de plus en plus la tête avec les chevaliers, notamment avec Lancelot, qui finira par quitter la table ronde et par fonder son clan autonome. Ce qui va mettre un coup au roi Arthur, puisqu'il était jusqu'à présent celui sur lequel il pouvait le plus s'appuyer, celui qu'il a qualifié lui-même comme la personne qui tienne le plus debout dans cette quête du Graal. Et ça va être déjà un premier coup pour Arthur. On va comprendre petit à petit, au fur et à mesure des différents livres,
que Arthur est dépressif. L'une des fois les plus marquantes, c'est alors que Caradoc lui demande de venir endormir son fils, heu, Arthur va lui raconter une histoire, l'histoire d'un petit ourson, un petit ours heu, qui doit construire, une table ronde, mener, une quête pour aller trouver le vase magique, heu et que il n'en peut plus et qu'il va même réfléchir, voilà, que ce petit ours, il pense tous les jours à se tuer et c'est déjà un moment marquant puisque à ce moment-là, heu et ben, on prend réellement compte que Arthur est profondément dépressif. C'est pas simplement un petit état de mal-être, c'est pas simplement qu'il a la petite déprime. Non, il est profondément dépressif et cette dépression, malheureusement, avec le temps, va prendre de plus en plus de place. Ce qui va se passer aussi, c'est que petit à petit, les dieux vont commencer à perdre patience avec Arthur, puisque la quête du Graal n'avance pas. Arthur est certes pas un si mauvais roi, il est surnommé Arthur le Juste. Il a mis en place les écoles, les aqueducs, les routes grâce à Rome. Il a des pensées qui sont à contre-courant avec son époque, puisque il voudrait abolir la peine de mort. Il ne veut plus que le peuple assiste aux exécutions. Il a beaucoup d'idées à contre-courant, ce qui lui vaut aussi pas mal de moqueries de la part de Léa des critiques de la part de, Lancelot, mais malgré tout, il va continuer dans ce sens. À la fin du livre 4, du livre, 3 pardon, Guenièvre va partir rejoindre Lancelot parce qu'elle n'en peut plus, de se prendre la tête en permanence avec Arthur qui ne lui accorde jamais la moindre, importance, ne connaît pas le jour de son anniversaire, ne la touche jamais, ne fait jamais rien pour elle et la prend pour une conne. Eh bien, elle va décider, heu, suite au départ de Lancelot et au fait qu'elle apprenne que Lancelot est amoureux d'elle depuis toujours, de partir le rejoindre. C'est quelque chose qui va énormément arranger Arthur, puisque depuis quelque temps, Arthur fréquente la femme d'un autre chevalier, Dame Mévanoui, qui est la femme de Caradoc. Simplement, il est interdit par la loi et aussi, on s'en doute, par les dieux, de convoiter la femme d'un autre chevalier, sinon quoi, il faudrait tuer le chevalier en question. Arthur ne veut pas tuer Caradoc et va donc trouver un stratagème et bien se servir d'une loi venant de Vannes, Vannes étant, la terre d'origine de Caradoc et m'évanouit et procéder à un échange d'épouses. Simplement, bien, ça veut dire que Caradoc sera marié à Guenièvre et m'évanouit avec Arthur. Sauf que les dieux n'approuvent pas cette décision. La quête du Graal est plus qu'au ralenti, ça n'avance pas du tout, il n'y a pas eu la moindre piste, rien depuis des années, enfin des années, au moins des mois, mais on peut être sur des années et Arthur vient de se jouer d'eux et vient de se servir d'une loi, qui n'est pas bretonne pour arriver à ses fins. Arthur va lire une prophétie que le père Blaise va le père Blaise, je vais y arriver, va lui donner, dans un livre, une prophétie, comme je l'ai expliqué dans, mon épisode sur Maléagran, annonce l'arrivée de la réponse suite aux affronts commis par le roi Arthur et qui va provoquer, des choses pas cool. Arthur va dire que ça pue du cul et il a raison mais va décider de renoncer à m'évanouir, parce que, il lui dit que les dieux, ne sont pas d'accord avec leur relation et qu'ils le montrent chaque jour. En faisant ça, il espère rattraper un peu le coup, malheureusement, le mal est déjà fait. Suite à ça, il va aller libérer Guenièvre qui est, prisonnière pour le coup de Lancelot. Elle n'est plus du tout libre puisque Lancelot perd complètement la boule, et donc il va aller la libérer, mettre à sac le camp de Lancelot et récupérer la reine. Ça va laisser Lancelot dans un état de folie, heu, complète, mais il va être rejoint par Méléagant qui va petit à petit monter encore plus le bourrichon de, Lancelot et le pousser encore plus à détester Arthur. De son côté, Arthur et Camelot vont au plus mal. Petit à petit, tous les chevaliers se détournent de la quête du Graal et montent leur clan autonome, Caradoc, Perceval, Yvain, Gauvin et aussi,
Lancelot évidemment. Les seuls à continuer à vraiment, heu, assister, du moins à être présents avec Arthur, ça va être Léodagan, le père Blaise, Bohort. Sauf qu'ils disent: «Il y a plus un rat dans le château, il y a plus rien, on fait même plus du tout les réunions de la table ronde. On est, voilà, on fait plus rien du tout» et sous le conseil de sa maman, sa mère, Jeanne de Tintagel et de sa tante Crida, donc 2 personnes que Arthur déteste énormément. Il va quand même suivre leur conseil, il va aller replanter l'épée Excalibur dans le rocher pour laisser sa chance au peuple de retirer l'épée, d'avoir potentiellement un nouveau roi et lui pourra ensuite revenir puisque tout le monde ratera évidemment. Lui pourra venir retirer l'épée et montrer que c'est bien lui le nouveau roi, enfin le roi légitime et l'élu des dieux. Simplement Arthur, après une semaine à avoir laissé l'épée, il va décider de laisser l'épée dans le rocher et de mentir à tout le monde en disant qu'il n'a pas réussi. Il va expliquer à la Dame du Lac que non, les dieux en ont peut-être marre de lui, qu'ils se sont trouvés une bonne pomme pendant des années et que lui, ben, il en a marre et que, voilà, ils en ont eu marre de lui. À ce moment-là, pour rappel, la Dame du Lac a été bannie par les dieux suite au mauvais comportement d'Arthur, puisqu'elle n'a pas réussi à le guider vers la lumière et vers la quête du Graal, et que lui, bien, a complètement abandonné et n'en a fait qu'à sa tête. Il va trouver une nouvelle quête pour lui et va se mettre à la recherche de, sa descendance, ses enfants, car oui, en effet, évidemment, il n'a pas d'enfants, en tout cas pas avec la reine et se met en quête de venir, trouver ses enfants et c'est malheureusement cette quête qui va le plonger au plus bas. Parce que oui, alors qu'il sera perdu et que, il sera sur l'une des côtes, de l'île de Bretagne. Il va demander un guide pour être ramené à Camelot, mais il va tomber sur Méléagant et Méléagant va mettre en place ce qu'on appelle, la route de la dépression. Il va pousser un peu plus Arthur dans la dépression en le faisant se confronter à son passé et à ses échecs. Notamment, il va l'emmener chez son père adoptif, Anton, qu'il n'a jamais été revoir depuis qu'il est parti, donc vers l'âge de 10 ans, 6-10 ans. Anton va expliquer qu'il n'a jamais eu de nouvelles, qu'il l'a jamais revu et Arthur va être complètement humilié puisque Méléagant va lui dire: «Ah mais vous, vous avez un beau collier, comme ceux que fabrique Anton, ici présent, vous voulez pas nous le montrer?» Et Anton va évidemment reconnaître le médaillon Dogma qu'il a offert à Arthur, et bah, ça va complètement humilier, Arthur. Anton dira: «Qu'est-ce qu'on fait?» Eh bien, on boit, voilà, simplement, on ne dit rien suite à ça, on boit. Après, il va être conduit dans le théâtre ambulant où Arthur va réellement s'énerver. Il va perdre complètement patience, dire qu'il fout le feu à ça, ils vont le voir le chef de guerre énervé, ils vont voir, voilà, ce que c'est qu'un roi pas content. Il va être aussi confronté à ses échecs, lors d'une représentation de théâtre du soir. Il va se rendre compte qu'il est un peu le méchant de cette histoire, qu'il est impatient, qu'il crie sur tout le monde, qu'il n'est pas tolérant, qu'il est menteur et cetera. Donc ça va encore un peu plus le pousser vers la dépression, mais l'ultime coup, c'est quand Méléagant va prendre le contrôle d'une Pythie que Arthur est en train de consulter et que, bah, la Pythie va lui annoncer que Arthur est stérile. Ça va être le coup de grâce, ce qui va plonger Arthur au plus profond de la dépression et va le pousser à commettre l'irréparable, le pousser à tenter de mettre fin à ses jours dans la salle de bain de Camelot, dans la baignoire plus précisément, à s'ouvrir les veines. C'est Lancelot qui va le sauver contre toute attente et qui va donc, ben, le sauver et le sauver de la mort. Et on retrouvera, nous, quelques mois plus tard, dans le livre 6, Arthur, complètement affaibli, malade. Il a, c'est pas, une anémie, il ne mange plus, il ne fait que dormir et donc toutes les personnes qui l'ont accompagné durant ces années vont, venir le voir, lui rendre hommage, et discuter avec lui. Ça va laisser place
à certaines discussions très intéressantes, notamment, le fait que donc il a écrit ses mémoires, tout ce que l'on a vu durant le livre 6, eh bien et peut-être aussi durant le livre 5, Arthur va aller le raconter à Père Blaise qui va prendre des notes. Il va être confronté à Guenièvre qui va lui dire que, il y avait des manières plus propres de faire ce qu'il a fait. C'est qu'il a décidé de s'exposer, il a décidé d'infliger ça à tout le monde, que Heu, il a voulu rendre tout le monde coupable. Il a fait quelque chose où Guenièvre s'est retrouvée à devoir nettoyer le sang d'Arthur. Elle l'a vu dans un état, horrible. Elle qui l'a toujours aimé, qui l'a toujours soutenu et lui qui l'a toujours méprisé. Il lui a infligé ça et elle ne méritait pas ça et il l'a dit: «Peut-être qu'en effet, je voulais, faire culpabiliser tout le monde parce que lui se donnait du mal pendant toutes ces années». On va le voir aussi avec Perceval, avoir une sacrée discussion puisqu'en effet, j'en ai pas parlé, mais il a un lien très particulier avec Perceval. Certes, l'engueule tout le temps, le réprimande, mais il passe de bons moments, on va dire, avec lui. Il mange avec lui, il a une relation particulière avec lui qu'il n'a avec aucun autre chevalier de la table ronde et il vient donc justement lui expliquer un rêve qu'il a fait, où il va lui dire, que, tous les, suicidés sont le Christ et que, tous les baignoires sont, le Graal. Il va aussi lui parler, voilà, d'un dieu et cetera et que, le Graal est dans Camelot. Enfin, voilà. Il va, avoir cette discussion là avec lui. Il va avoir une discussion avec Caradoc. Caradoc qui à ce moment-là est le roi de la Bretagne et va redonner le pouvoir à, enfin du royaume de l'ogre et va redonner le pouvoir à Arthur qui, lui, le donnera à Lancelot puisqu'il va lui dire: «Vous étiez le seul à tenir la route, vous pensez que, vous pouvez faire mieux, eh bien, je vous le donne, heu, voilà, vous avez le pouvoir, essayez de faire mieux». C'est aussi à ce moment-là que Arthur va dire ce que je trouve étant l'une des plus belles phrases de Camelot. Et il explique qu'il a tout fait pour le Graal, que, il a créé une table ronde pour que chacun se trouve assis et ne soit pas dans un angle ou en bout de table, que ça a été compliqué, qu'il a essayé d'expliquer ce que c'était le Graal pour que tout le monde comprenne, que ça a été difficile, qu'il a essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie, mais qu'il a raté, mais qui ne veut pas qu'on dise qu'il n'a rien foutu parce que ce n'est pas vrai et je trouve que c'est, voilà, il a quand même essayé à sa manière. Heu, Lancelot, suite à ça, va complètement perdre la boule, suite à une discussion avec Méléagant, va décider de brûler la table ronde et va décider, de chasser tous les chevaliers de la table ronde. Arthur sera sauvé par Vénèque. Je ferai un épisode sur lui, je vais pas m'arrêter maintenant, là-dessus et va être conduit à Rome, dans la Villa Aconia, donc la ville, la maison de Aconia et le livre 6 va se terminer là-dessus. On retrouvera Arthur dans Camelot premier volet, esclave, mais il sera capturé par Alzagar et reconduit au royaume de l'ogre parce qu'en effet, eh bien, la tête d'Arthur, du moins Arthur en lui-même, vaut plutôt cher puisque Lancelot le recherche. Il va donc être conduit au royaume de l'ogre et ne va pas, avoir trop d'autres choix. Enfin si, il pourrait décider de partir, mais va décider de venir en aide au royaume de l'ogre qui est, clairement sous l'emprise de Lancelot, le tyran qui, depuis 10 ans persécute le peuple. Il va donc aller récupérer, de nouveau Excalibur. Il va re aller libérer Guenièvre qui est prisonnière de Lancelot depuis 10 ans et lui accorder pour la première fois une délicate attention, un baiser, fait de la plus belle des manières puisqu'il va escalader la tour et venir l'embrasser. Voilà, c'est une scène que j'aime énormément, je l'ai déjà dit, j'adore, la musique Arthur à la tour, qui est derrière. Je l'écoute, très, très régulièrement, heu et donc il va, s'aider de, de l'armée des Burgondes, pour venir, eh bien, reprendre Camelot à Lancelot. À ce moment-là, il va devoir se battre en un contre un contre Lancelot. Les dieux vont lui donner un petit peu les plats pouvoirs en faisant d'Excalibur une arme mortelle, c'est-à-dire que Excalibur va s'éliminer en bleu, une tempête va s'abattre autour de Camelot, enfin du moins des nuages, des éclairs et cetera. Mais
Arthur va prendre la décision de ne pas tuer de sang-froid Lancelot, de lui laisser la vie sauve, puisque comme je l'ai dit, il est hanté depuis de nombreuses années par cet acte qu'il a commis dans son enfance, dans sa jeunesse, où il a tué de sang-froid, et donc va donc épargner Lancelot et va sûrement donc relancer la quête du Graal. Ça, on le verra dans Kaamelott deuxième volet. Je vous ai j'ai essayé de résumer au mieux. Ce qui est très important et quelque chose qui est flagrant avec Arthur, eh bien, c'est son état, je trouve, de dépression. C'est quelque chose qui est très marquant. C'est assez fou dans une série à la base d'humour de voir un personnage autant dépressif allant jusqu'à Tenter tenter de mettre fin à ses jours. C'est un événement qui est plus que marquant dans Kaamelott parce que ça montre à ce moment-là que c'est pas une série de blagues, c'est pas une série d'humour, c'est quelque chose de très humain. Kaamelott, ça retrace la vie d'un homme, Arthur Pendragon, qui n'a jamais eu le choix dans sa vie. Si on fait un peu le bilan de tout ça, eh bien Arthur, il a été baladé à droite, à gauche, élu des dieux, doit retirer Excalibur, monter une table ronde, Camelot, et cetera. N'a jamais eu le choix. Le seul il a pris, à mon sens, 2 choix dans sa vie. Celui de ne pas retirer Excalibur du rocher et celui de mettre fin à ses jours. C'est les 2 seuls vrais choix qu'il a fait dans sa vie, les 2 choix qu'il a fait pour lui. Sinon, tout le reste, eh bien, il l'a subi. C'est un personnage que l'on peut aimer ou non, puisque c'est vrai que, eh bien, il est colérique, il est, parfois égoïste, il ment, son comportement avec Guenièvre est absolument détestable. Mais c'est un personnage, voilà, que je trouve qui est humain, qui vit des choses qui sont humaines. Il a des traumatismes liés à son enfance. Il a un sérieux manque d'affection, un manque aussi probablement de confiance en lui. Et tout ça, eh bien, ça a un impact sur lui. Et j'ai très très hâte de voir ce que Alexandre Astier nous réserve pour ce personnage dans Kaamelott deuxième volet, partie 1 et 2 et 3. Quelle évolution va-t-il avoir? Il nous a déjà dit que il serait encore au plus mal dans Kaamelott deuxième volet partie 1, d'où cette fameuse tenue, un peu ce pyjama. On l'a vu dans la bande annonce replanter de nouveau Excalibur et dit: «Merde aux dieux», donc va-t-il passer par une période compliquée et ensuite décider de faire des choix par lui-même, pour lui, à sa manière? Peut-être dire: «Je vais pas faire comme les dieux ils veulent, je vais faire comme moi je veux», et on verra, voilà, réussira-t-il à avoir des enfants? Sera-t-il heureux avec Guenièvre? On verra tout ça. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai été énormément surpris, lors de mon premier visionnage par Arthur, par l'histoire de ce personnage. On découvre petit à petit qu'il a été, à Rome, il aime voilà, qu'il déteste sa mère, que il est dépressif, c'est que tout ça avance et moi ça m'a beaucoup surpris et ça a vraiment contribué, à ce plaisir de Kaamelott parce que petit à petit, bien je me rendais compte, avec Arthur de la profondeur de l'écriture de Kaamelott et du sens qu'il y avait et voilà, ça m'a beaucoup marqué. C'est un personnage malgré tout que j'aime beaucoup, malgré que voilà, il soit pas toujours très, très agréable. En tout cas, il est merveilleusement bien interprété par Alexandre Astier. Je trouve que voilà, ça lui va, parfaitement. Alors est-ce que Alexandre Astier met un peu de lui dans Arthur? Peut-être. Heu, je crois qu'il l'a déjà dit dans les interviews, je sais plus trop, mais voilà, en tout cas, je voudrais simplement prendre quelques instants pour vous remercier de, me suivre, de m'envoyer des messages, des commentaires, de mettre des j'aime comme vous le faites. Ça me fait vraiment très, très plaisir et ça me pousse vraiment à continuer. C'est vraiment super sympa de voir qu'il y a de l'interaction maintenant, sur les épisodes. Alors je tiens quand même à m'excuser parce que je réponds pas toujours aux messages pour une raison, et même aux commentaires pour une raison assez simple, c'est que je suis papa depuis quelque temps et vous vous en doutez, ça prend pas mal de temps, en plus de tout ce qu'il y a à faire dans la vie, le travail et cetera. Donc je m'occupe de Écho de l'Ogre quand je peux et je laisse au moins toujours un j'aime, aux commentaires et aux messages. Je fais de mon mieux pour répondre mais voilà, je tiens vraiment à m'excuser, si vous n'avez pas de réponse tout de suite de ma part. En tout cas, sachez que vous en aurez toujours une, à un moment, le plus rapidement possible, je l'espère. Heu, Merci à vous de m'avoir écouté. C'était Lucas de École de l'Ogre. Prenez soin de vous
et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Écho de l'Ogre. Ciao.